Bienvenue tout le monde. Merci de m'accueillir. Très heureux d'être avec vous cet après-midi. C'est le matin pour chez nous. Euh, donc, euh, Écoutez, ça me fait extrêmement plaisir de commencer avec cette thématique-là qui est extrêmement importante pour nous, la question de la consommation responsable, et essayer de la relier avec votre thématique et votre expertise de recherche qui est la fidélité. J'ai essayé de préparer quelque chose. On a très peu de temps et c'est surtout très complexe de faire le tour de la question de la consommation responsable. Mais essayez de voir avec vous les enjeux principaux sur les questions de consommation responsable, je dirais aujourd'hui, mais surtout pour la relance qu'il va y avoir après la pandémie. On ne peut pas ne pas parler de la pandémie sur les questions de consommation responsable aujourd'hui parce qu'il y a une transformation qui est assez importante et essayer de lier ça avec la question de la fidélisation et notamment de regarder surtout quelles sont les aspirations du point de vue des citoyens et des consommateurs par rapport aux organisations et aux détaillants, parce que vous allez voir que, bien entendu, il y a des demandes qui sont en évolution et la pandémie joue aussi sur ces demandes qui étaient déjà extrêmement fortes au niveau de l'éco-responsabilité. Et ça a un impact sur votre vision de la fidélisation et quels peuvent être les programmes de fidélisation. Alors très rapidement, de mon côté ici, je dirige l'Observatoire de la consommation responsable. C'est une cellule d'études et de veille de transfert axée sur la recherche au niveau de la consommation responsable. Ça fait déjà plus de 10 ans que nous avons cet organisme-là. Et également, le Greenwich Lab, c'est un magasin expérimental connecté axé sur la question de l'éco-responsabilité et du marché éco-responsable. Donc, nous avons recréé un magasin avec différents types d'environnements de marché et nous accompagnons stratégiquement différents types de marques, fabricants, détaillants, mais aussi fournisseurs technologiques axés sur différents types de marchés, mais essentiellement, bien entendu, le marché de l'éco-responsabilité. Ce que je voulais mettre en avant, c'est sûr qu'on ne peut pas passer outre aujourd'hui, et je voulais commencer là-dessus en prenant une citation qui est assez récente d'un PDG que vous connaissez fortement, qui est Michel-Édouard Leclerc, mais je trouvais très intéressant ce qu'il mentionnait. Il disait, on va avoir une très grosse crise, c'est évident, même si l'État a pris le devant. Il va falloir donc jouer sur les prix pour redonner confiance aux consommateurs, mais il faut faire évoluer le modèle et aller vers moins de CO2, la lutte contre l'usage du plastique. Il ne faut pas opposer l'économie à l'écologie. Tout ce qui est meilleur pour la santé et pour la planète doit être accessible. Et je pense qu'il va falloir garder ce postulat tout le long des 15 minutes à peu près qu'on a ensemble et ensuite on va échanger sur des questions. Parce que même si avant la pandémie, il y avait déjà ce phénomène d'éco-responsabilité, je dirais que 2019 avait été une année extrêmement forte au niveau de la pression des citoyens, au niveau de l'environnement, à la fois sur le gouvernement et sur les entreprises. Ça continue, mais on ne peut pas prendre en considération et oublier la question du prix. Donc l'écologie ne peut pas aller à l'opposition aujourd'hui. Vous allez voir de comportements de consommateurs qui à la fois recherchent des prix bas. Donc il faut être réaliste, pragmatique sur le marché de l'éco-responsabilité, ne pas se leurrer non plus sur le profil des consommateurs éco-responsables. Donc il ne faut pas être non plus trop jovialiste. Donc garder, je trouve que ça nous donne une idée assez intéressante du marché de l'éco-responsabilité. Alors je voulais tout de suite commencer avec la question de la pandémie, parce que véritablement la pandémie aujourd'hui, elle donne à la fois du sens à la consommation responsable, c'est une période de transition, mais c'est aussi une période de pause pour beaucoup de comportements de consommation responsable. Donc c'est une perturbation du marché à la fois de la consommation et de la consommation responsable. Si ça avait été court, il n'y aurait pas vraiment d'impact. Mais c'est déjà depuis à peu près la mi du mois de mars. Donc, vous doutez bien que ça a des conséquences assez majeures sur l'évolution des comportements de consommation et des pratiques de consommation responsables dans énormément de marchés. Actuellement, nous, on accompagne beaucoup d'organisations sur cette question-là et ça a des conséquences assez majeures. Alors, on a mis en place ici, nous, du côté du Québec, une vigie qu'on appelait Vigie Conso Covid pour analyser justement l'impact de ces pratiques de consommation responsable. Qu'est-ce que la pandémie finalement modifie aujourd'hui, déjà depuis le mois de mars. Donc, on fait des enquêtes quotidiennes, hebdomadaires, mensuelles. On a surtout fait pendant la première période de confinement ici au Québec, donc du mois de mars jusqu'à la réouverture progressive des commerces non essentiels au mois de juin. Et nous sommes re-rentrés un peu plus tôt que vous en France dans une deuxième période de confinement depuis le 1er octobre, mais un petit peu moins sévère au niveau des commerces, puisque nos commerces restent ouverts, même les commerces non essentiels, à part les gyms, les restaurants, etc. Donc là, nous venons de refaire des enquêtes pour évaluer qu'est-ce qui s'est passé depuis la réouverture progressive du mois de juin
jusqu'au mois de septembre, mais ça permet de comprendre véritablement qu'est-ce qui se passe chez nous, mais ce sont les mêmes chiffres qu'on retrouve en France, à l'international, donc c'est extrêmement intéressant. Grosso modo, ce qu'on voit à peu près partout, c'est vraiment une période qui accélère des mutations qui existaient déjà au niveau de la consommation responsable. Vous le voyez en France, énormément d'études qui sortent. Il suffit de lire le magazine LSA, il suffit de regarder des études que font les grandes firmes de sondage. Ce qu'on met véritablement en avant, c'est sûr que tout le monde parle de la question du tournant local et de l'achat local. C'est vraiment le comportement qui ressort le plus fortement. Il y a des chiffres assez hallucinants sur la progression de l'achat local, bien entendu essentiellement dans le secteur agroalimentaire, mais beaucoup aussi dans le secteur manufacturier. Le retour des pratiques du fait maison, secteur bien entendu du cuisinier, secteur du bricolage, tout ce qui est la rénovation, tout ce qui est jardinage. On a accompagné des entreprises de ce secteur-là. C'est des secteurs de croissance assez hallucinants depuis le mois de mars. Confirmation de ce qui est le ralentissement des modes de vie, ce qu'on appelle le slow life. Donc, vous voyez, ce sont des comportements assez intéressants, mais surtout, c'est que dans les questions de consommation et de consommation responsable, c'est ce qui est surtout généralement très difficile, c'est prendre le temps d'avoir une habitude très spécifique. Alors, si ça n'avait duré que quelques semaines, certainement qu'on aurait pensé que ces habitudes-là n'allaient pas durer. Mais là, on est rendu à plusieurs mois parce que tout simplement, on n'est pas revenu dans une période normale de consommation avec des pratiques classiques au niveau du commerce de détail. Et c'est pour ça qu'on a des chiffres aussi élevés que ça, comme vous voyez à droite. C'est-à-dire qu'on a plus de 40% des consommateurs qui mentionnent conserver ces habitudes qu'ils avaient développées dans la première période de confinement. Donc, ça a des impacts forcément sur l'évolution aujourd'hui de la consommation et c'est pour ça qu'on voit des marchés qui sont en train de progresser de manière assez différente. Alors, ce qui est intéressant, et ce que nous, on voit dans beaucoup de données et dans beaucoup de marchés ici, c'est que le confinement a été un déclic assez important pour beaucoup de consommateurs, tout simplement parce que le mode de vie qu'ils ont adopté depuis le début du premier confinement, ben pour eux, il est plus responsable, il est meilleur pour la santé, et beaucoup de citoyens se sont rendus compte que le mode de vie qu'ils avaient avant, ils n'en étaient pas si satisfaits que ça. Donc, ça amène qu'il y a une réflexion beaucoup plus forte chez beaucoup de citoyens qu'une fois que la crise sera finie, la problématique c'est quand, parce que personne n'est capable de mettre une date sur la fin de la crise, plus les mois avancent, plus on voit que ce qu'ils mentionnent, c'est aller vers plus de comportements faits maison, mais surtout aller vers plus de comportements orientés sur l'achat local. Donc, mois après mois, ce sont des chiffres que nous, on voit augmenter. Donc, c'était pas un phénomène passager pendant la période de confinement. Il semble que c'est en train de progresser mois après mois. Donc, ça, c'est assez intéressant et c'est ce qui explique pourquoi il y a énormément de modèles d'affaires qui sont en train d'évoluer un peu partout dans le monde orientés sur ces tendances-là. Excusez-moi, un petit peu de difficulté avec le slide. Alors, la rupture pourrait être forte, ça c'est évident. Nous, ce qu'on voit, c'est un désir depuis le mois de mars de consommer différemment. Comme en France, vous avez une réduction des courses en magasin, explosion du commerce en ligne, progression du ramassage en magasin. Mais regardez les chiffres que je vous ai montrés, qui sont assez intéressants à gauche. C'est que même en Amérique du Nord, qui est vraiment le temple de la consommation, le magasinage fait partie d'une activité de base, c'est un loisir. Finalement, ce qui s'est passé dans les premières périodes de confinement et de restriction, c'est-à-dire des fermetures, réduction des horaires, fermeture le dimanche, fermeture des commerces non essentiels, beaucoup de citoyens ont apprécié ces fermetures-là. Ce qui était une première. Ils s'y sont habitués. Donc ça, c'est une révolution dans une société de consommation aussi forte que l'Amérique du Nord. C'est des choses que les spécialistes n'avaient pas prévues. Et le mois dernier, vous avez un chiffre qu'on a sorti dernièrement, c'est que 77% mentionnent qu'ils ont beaucoup moins envie de magasiner. Donc ça aussi, c'est montrer que tout simplement que les mesures restrictives, bien entendu, sont des freins en ce moment à la consommation, aussi bien dans les lieux physiques, même que dans les plateformes, que dans les places de marché en ligne. Donc il y a vraiment en ce moment une modification, je vous dirais, de la consommation générale et bien entendu au-delà de la consommation responsable. Alors l'expérience d'achat est complètement modifiée aujourd'hui. Les sorties en magasin sont limitées aux achats essentiels. Et ce qu'on voit, beaucoup plus fort que chez vous, c'est que nous, on a vraiment une dévitalisation des centres urbains. Donc, il y a une évolution des modes d'habiter, des modes de se déplacer, des modes de travailler et des modes de consommer. Si vous prenez une ville comme Montréal, qui est 3 millions d'habitants,
c'est 5% des travailleurs du centre-ville qui sont revenus travailler. Donc vous doutez bien que sur les modes de transport et les modes de consommation dans un centre-ville d'une ville quand même qui est relativement grande, c'est une révolution complète depuis le mois de mars. C'est réfléchir comment aujourd'hui on peut revoir complètement la consommation et c'est des fermetures massives au niveau, bien entendu, du commerce de détail. Alors, vous pouvez aller regarder beaucoup d'études internationales, mais elles arrivent à peu près au même type de conclusion, c'est-à-dire que sur le moyen et le long terme, ces périodes de confinement, ces cycles qui montent et qui descendent d'ouverture, de fermeture, etc., et puis on ne sait pas bien entendu encore combien de temps cela va durer, ça a un impact sur les questions de frugalité, de réduction de la consommation et d'habitudes qui risquent de perdurer sur certains types de comportements de consommation. Donc ça, je voulais vraiment vous le mettre en tête parce que, bien entendu, ça a vraiment des conséquences sur des pratiques de consommation et de consommation responsable qui avaient déjà commencé à avoir véritablement de l'impact. Alors, au niveau de la consommation responsable, c'est sûr que depuis déjà, je dirais une quinzaine d'années, on voyait quand même des changements majeurs qui sont en train de se transformer, mais on les voyait, ces changements-là. Donc, c'est sûr que nous, on a beaucoup d'études, on crée des indices, on crée des baromètres dans différents types de marchés sur la plupart des tendances au niveau de la consommation responsable. Mais c'est sûr qu'on voyait déjà depuis plusieurs années des consommateurs à la fois recentrés sur leur bien-être, mais aussi sur la facilité de leur processus d'achat. Et au niveau de la consommation responsable, très, j'irais vraiment au plus micro de son sens, on a créé depuis déjà plus de 10 ans un indice, donc on mesure véritablement avec des scores très spécifiques l'intensité des pratiques des consommateurs au niveau de la consommation responsable dans les derniers mois et dans la dernière année, un peu comme vous avez en France avec le baromètre Greenflex, mais nous on travaille sur des indices spécifiques. Je vous montrerai pas les chiffres, mais essayez de vous faire comprendre que c'est un phénomène qui est en mutation progressive, avec bien entendu des tendances. C'est un phénomène qui est très complexe, qui est multidimensionnel, avec véritablement ces dernières années, on voyait vraiment progresser de la même manière qu'en France, des tendances de société axées sur le zéro déchet, la réutilisation, les consommations collaboratives. Donc, c'est vraiment des phénomènes qui évoluent et qu'il faut à chaque fois analyser, essayer de comprendre avec des segments de consommation de consommateurs qu'il faut à chaque fois regarder. Et c'est pour ça que je voulais vous montrer cet élément-là qui pour vous peut être assez intéressant. C'est-à-dire qu'il y a une dizaine d'années, le portrait type du consommateur responsable, c'était grosso modo une consommatrice de plus de 45 ans. C'était à peu près ça, c'était une niche. On avait vraiment une niche de consommatrices et c'est pour ça nous, on considère souvent que les consommatrices sont vraiment celles qui commencent à rentrer dans le marché de l'éco-responsabilité. 10 ans après, on voit véritablement qu'on est dans chaque type de comportement de consommation responsable, on voit apparaître différents types de segments de consommateurs. On voit vraiment ce profilage qui est en train de se faire, avec notamment, dans certains cas, si on est sur l'alimentation durable, si on est sur la consommation collaborative, si on est sur la consommation de seconde main, des générations légèrement plus jeunes qui commencent à rentrer dans certains types de comportements, les consommateurs hommes qui commencent aussi à aller vers certains types de profils de consommation. Donc, il y a des évolutions avec des profils distincts et une complexité, bien entendu, plus élevée pour comprendre à chaque fois dans chacun des types de comportements qui peuvent être des comportements d'achat, de non-achat ou de post-achat dans la consommation responsable. Donc, ça donne aussi vraiment un spectre beaucoup plus large de ce qu'est aujourd'hui la question de la consommation responsable. Et vous doutez bien, c'est aussi un petit peu plus difficile à évaluer à ce niveau-là. Alors, depuis la pandémie, comme je vous le mentionnais, ce qu'on voit, c'est que ces nouvelles attentes et ces nouvelles aspirations sont plus radicales. Au niveau de l'achat local, c'est partout. Que vous soyez en France, que vous soyez en Europe, aux États-Unis, en Chine, que vous soyez au Canada, que vous soyez au Québec, depuis le début de la pandémie, les consommateurs qui consommaient local avant ou ceux qui consommaient pas local, c'est une progression très forte, c'est une volonté assez élevée. La question de l'engagement local, de l'engagement économique, de l'aspiration économique, du soutien
économique aux entreprises locales est devenue la motivation majeure à l'achat local, à la fois dans le secteur manufacturier et dans le secteur agroalimentaire. Donc, il y a vraiment eu un changement au niveau des déterminants du passage à l'action au niveau de l'achat local. Nous, depuis une quinzaine d'années qu'on analyse ce comportement-là, c'est la première fois qu'on voit ce changement de levier de consommation et il est extrêmement fort. Donc ça, c'est vraiment assez intéressant de voir ce type de levier qui est en train de changer. Et il part aussi, il surpasse le secteur agroalimentaire qui a toujours été, bien entendu, le secteur phare du secteur de l'achat local. Donc ça, c'est assez intéressant de voir cet élément-là et aussi la question de la sensibilité au prix est beaucoup moins élevée depuis le début de la pandémie sur la question de l'achat local qu'avant. Donc, est-ce que ça va être juste passager, mais quand même, dans la plupart des prévisions de toutes les études, on voit qu'il y aurait une tendance de fond au niveau de l'achat local. Donc ça, c'est quelque chose à prendre en considération. Et bien entendu aussi bien dans nos études que dans la plupart des études, c'est des attentes aussi plus radicales et concrètes sur la réinvention du rapport au bien. Donc depuis le début de la pandémie, il y a une volonté de beaucoup de consommateurs de faire réfléchir les entreprises pour aller vers une perspective plus durable, donc de réfléchir à comment on peut mieux agir sur le changement climatique, de donner un rapport au bien plus long, donc réutilisation, donc toute la question de zéro déchet. Donc ça, c'est des éléments aussi, ça va rejoindre le fait maison, ça va rejoindre le ralentissement du mode de vie. Donc, ce sont les deux tendances majeures qui sont ressorties depuis le début de la pandémie et qui, dans toutes les études, poussent véritablement les citoyens à aller vers des comportements relativement différents. Et c'est ce qui peut amener aussi des pressions sur des marchés de consommation relativement différents. Alors, ça m'amène à vous parler en dernier lieu de comment aujourd'hui le consommateur voit l'organisation. Qu'est-ce qu'il veut concrètement à la fois d'une entreprise et d'un détaillant? Généralement, ce qu'on voit, c'est qu'il demande que l'entreprise soit engagée. Donc, il veut vraiment qu'on remette le sens au cœur de l'expérience. Donc, vous avez beaucoup d'études dans le domaine et c'est sûr que dans la période de crise que l'on vit, en particulier pour le commerce de détail physique, c'est une opportunité de pouvoir jouer cette expérience-là, de remettre ce sens-là et de devenir un détaillant engagé, de réenchanter ce point de vente en remettant le sens au cœur de l'expérience client. Donc, il y a beaucoup d'études qui vont se mettre à ce niveau-là. Je vous montre une étude qui est sortie dernièrement au niveau international et qui vous montre un peu ce besoin d'engagement qui n'a jamais été plus fort que jamais, qui démontre que les prosumers, donc les consommateurs les plus engagés, veulent vraiment que on réinvente ce modèle-là et que les entreprises puissent être les motrices des changements attendus. Et ce qui est assez intéressant, c'est que depuis le début de la crise, nous, on le voit dans nos études, la semaine après semaine, c'est que les entreprises qui se sont engagées pendant la crise, c'est-à-dire qui ont vraiment eu des actions très spécifiques, souvent celles qui ont modifié leur modèle de production pour faire des produits qui ont servi pendant la crise, mais celles-ci ont eu beaucoup plus d'authenticité, beaucoup plus de confiance de la part des consommateurs. Et ça, c'est une première. Nous, on a vraiment, par rapport au type d'études et aux indicateurs qu'on faisait auparavant, c'est vraiment assez intéressant. Je voulais vous montrer ce chiffre-là qui est assez intéressant. Semaine après semaine, nous, on regarde comment si les consommateurs découvrent des nouvelles entreprises locales. On était rendu la semaine dernière à 48%. C'est-à-dire qu'au début de la pandémie, vous aviez moins d'un quart des citoyens qui découvraient des entreprises locales. On est rendu presque à la moitié la semaine dernière. Donc, la crise a été finalement un levier pour les entreprises du pays pour être capables finalement de se faire connaître et de montrer qu'elles avaient une action concrète et un impact local. Donc, il y a eu un effet extrêmement positif à ce niveau-là, au niveau de leur engagement économique en priorité, parce que ce sont les éléments qu'elles ont mis en avant. Je termine avant d'aller sur les enjeux, sur comment aujourd'hui le citoyen voit l'entreprise. Et là, je vous ai mis la question du détaillant. Et vous allez voir que c'est assez intéressant parce que le citoyen se définit une entreprise responsable, un détaillant responsable d'une certaine façon, mais il va lui demander d'agir sur certains points d'une manière spécifique. Donc, c'est-à-dire que pour lui, aujourd'hui, une entreprise ou un détaillant responsable, il y a certains facteurs clés de succès. C'est-à-dire que pour lui, c'est de base, il doit respecter ses clients et ses employés et il doit avoir mis en place une politique de responsabilité sociale. Donc, tout ce qui est la partie véritablement gouvernance, elle doit être là. C'est la base.
et en fait, il ne va même pas le récompenser. C'est pas quelque chose qui, c'est induit de base. Et ensuite, pour lui, c'est toute la question véritablement de l'impact et de l'implication au niveau de l'environnemental et du social. Et nous, on le voit où c'est important, c'est qu'on fait beaucoup d'expérimentations sur l'impact, comment finalement le consommateur, qu'est-ce qui va avoir d'impact sur le capital de marque, sur la crédibilité, sur l'intégrité, sur la fidélité, quand est-ce que le consommateur va boycotter ou non une entreprise ou un détaillant. Et ce qu'on se rend compte dans toutes nos expérimentations, c'est que les seuls moments où finalement il y a un impact sur la fidélité, où il peut boycotter une entreprise, c'est si l'entreprise ne s'engage pas sur des activités philanthropiques ou respectueuses de l'environnement. Donc, il y a véritablement aujourd'hui un besoin des citoyens que les entreprises aient véritablement un impact social et environnemental positif. C'est ce qui est demandé. Donc, c'est aller véritablement au-delà de la base. Et ça, c'est assez important et c'est assez intéressant. Et je terminerai avant les enjeux, parce que là, c'est pour entrer, et je pense que vous allez avoir un peu une présentation là-dessus, de ne pas être angélique, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, ben, les marques, les entreprises, oui, il y a cette question de pertinence sociale et environnementale, mais il faut rester une marque pertinente et avoir cette partie fonctionnelle et symbolique. Donc là, on est en train avec une firme de communication, on est en train de développer et de lancer un indice sur les marques pertinentes ici au Canada. Mais il faut aller au-delà de cette capacité à répondre aux besoins et attentes des consommateurs. Il faut être inspirant, innovateur. Il faut mobiliser finalement ce changement-là. Et nous, c'est ce qu'on voit dans nos études, qui a véritablement un impact dans le changement et les aspirations des consommateurs. Donc, c'est pour ça que je voulais terminer avant quelques conseils au niveau des programmes de fidélisation sur les enjeux, parce que je pense qu'il ne faut pas être, je dirais, trop positif ou négatif, mais il faut réfléchir. Il faut penser que, vous le savez bien, il y a énormément d'écart entre ce qu'on appelle les intentions au niveau du marché de l'éco-responsabilité et les comportements, c'est ce qu'on appelle le green gap. Donc, depuis une dizaine d'années ou une quinzaine d'années, toutes les études montrent que l'éducation, la sensibilisation, les préoccupations des consommateurs à tout ce marché-là ne cessent d'augmenter, mais le passage à l'action, il n'est pas si élevé que ça, et dans beaucoup de marchés. C'est tout simplement, c'est arriver à comprendre quels sont les leviers du changement comportemental. Et les leviers du changement comportemental, ils sont complexes parce qu'ils vont dépendre des catégories de comportement, des catégories de pratiques, des catégories de produits ou services. Ils vont bien entendu dépendre aussi des profils de consommateurs. Donc ça, c'est toute une complexité à analyser. Il n'y a pas de recette à succès. Il faut vraiment y aller à chaque fois de manière très spécifique. Ensuite, il y a vraiment une dualité des comportements des consommateurs, où un même consommateur peut, pour certaines pratiques, avoir des critères d'éco-responsabilité très élevés et pour d'autres, n'en avoir strictement aucun. Et ça, c'est très difficile à évaluer ce type de consommateur-là, à les comprendre parce qu'il y a énormément de biais désirabilité sociale dans beaucoup d'études. Et c'est ce qui explique que vous allez avoir en Europe des détaillants comme Action qui sont en progression hallucinante. La même chose chez nous avec des Dollarama et des consommateurs qui n'ont aucune attente envers ces types de détaillants versus en parallèle des attentes énormes envers d'autres entreprises. Donc cette dualité-là, elle est assez incompréhensible et c'est pour ça qu'on parle beaucoup de la schizophrénie du consommateur, c'est-à-dire pourquoi dans certains cas demander énormément des entreprises et dans d'autres cas ne rien leur demander. Donc il y a vraiment des comportements très égoïstes des consommateurs sur certaines parts de leur comportement de consommation. Ensuite, beaucoup d'études, les nôtres comme beaucoup d'autres études, montrent un scepticisme général. Dès qu'on s'engage en tant qu'organisation, il y a d'emblée un scepticisme. Donc, le manque de confiance amène aussi que les stratégies de communication, de positionnement sur l'éco-responsabilité, elles sont souvent peu efficaces. Donc, c'est très complexe pour se positionner sur le marché de l'éco-responsabilité. Et c'est véritablement là où on va accompagner beaucoup d'entreprises, mais c'est très difficile. Et vous mentionnez que même les consommateurs qui sont les plus responsables, ben, les motivations sont avant tout des bénéfices individuels. Ça va être des préoccupations sur l'impact sur la santé personnelle, l'impact environnemental personnel. Donc, ça veut dire que les valeurs sont vraiment orientées beaucoup plus sur soi que des valeurs altruistes. Donc, on est souvent à l'encontre de ce qu'on peut penser ou ce que souvent mettent en avant les médias. Alors,
je suis pas spécialiste de la fidélisation, mais je voulais essayer de vous montrer quelques éléments qu'on peut essayer de prendre en considération au niveau de la fidélité. Et pour terminer, finalement, c'est de se dire quelles avenues sont possibles. Donc, j'essaie de se dire, c'est qu'il faut vraiment, en tant qu'organisation et au niveau des programmes de fidélité, faut se réinventer, il faut innover, inspirer. C'est ce que nous demandent les consommateurs. Aujourd'hui, on le voit dans les études, c'est avoir vraiment une vision forte et positive du futur parce que le contexte est complexe. C'est être authentique et pertinent dans son engagement, ça c'est évident. Lorsqu'on est un détaillant, c'est vraiment arriver à réenchanter le point de vente, arriver à en faire que ce soit un lieu d'expérience, d'échange et de sociabilisation. Au niveau des programmes de fidélisation, c'est vraiment rejoindre les nouvelles aspirations des consommateurs. Donc, c'est se baser sur les nouvelles tendances de consommation. Ensuite, c'est vraiment récompenser des comportements individuels de consommation qui sont liés, si possible, avec les pratiques de l'entreprise. Donc, suivre véritablement aujourd'hui ces tendances-là, mais c'est un peu se substituer, je dirais, avec des programmes de récompense que pourraient avoir les entreprises, l'État, entre guillemets, mais c'est récompenser, faciliter de certains types de comportements qui aujourd'hui sont à la mode pour beaucoup de consommateurs, mais qui peuvent être complexes pour eux. Mais c'est les amener finalement dans ce processus-là et les récompenser sur le zéro déchet, réduction des plastiques, seconde main. Donc, dans ce processus-là qu'elle pourrait avoir avec le détaillant ou l'entreprise, la ramener avec des réductions, des points, etc. Et là, on voit qu'il y a des éléments qui sont intéressants, beaucoup plus que les programmes qui amènent à faire des dons, etc., ou des compensations. Nous, on a beaucoup analysé les programmes de compensation, de réduction, etc., qui n'ont aucun effet sur les consommateurs. Ensuite, c'est faire valoir son offre, c'est-à-dire c'est vraiment montrer dans ces programmes-là quelle est la plus-value en termes de bénéfices, donc valeur personnelle, impact économique, individuel, impact local. Donc, il y a vraiment le consommateur veut comprendre quel est l'impact, donc avoir vraiment une transparence spécifique. Donc, il y a toute cette difficulté-là d'arriver à faire comprendre aux consommateurs qu'est-ce que son geste a comme impact spécifique. Donc, c'est sûr que chez nous, ce qu'on a analysé, on a analysé peu de choses au niveau de la fidélisation, mais lorsqu'on a dans les programmes de carte de crédit des possibilités de faire des dons à des organismes de protection, lorsqu'on a possibilité de compenser, etc., ce sont des chiffres inexistants. Là. C'est parce que c'est pas dans l'esprit du consommateur, parce que ça ne le rejoint pas individuellement. Il y a vraiment la volonté véritablement de toucher un comportement qui va être bénéfice personnellement. Donc ça, c'est vraiment arriver à trouver ces types de comportements-là. Donc voilà, c'est les éléments que je voulais mettre en avant. C'est assez complexe en peu de temps sur la consommation responsable, mais je reste ouvert si vous avez des questions spécifiques. Merci beaucoup parce que c'est une belle synthèse et c'était un bel exercice de condenser tout ça dans un temps si court. Alors, il y a eu quelques questions sur le chat et si on fait des synthèses ou pour les formuler, il y a une des premières questions, ça concernait le chiffre de 40% des personnes qui déclarent je vais conserver les habitudes que j'ai développées. Est-ce que c'est un chiffre qu'on peut analyser au-delà de la période pandémie? C'est-à-dire, est-ce que c'est pas juste en sortie de confinement, étant que la maladie dure, mais si on espère vivement qu'un jour on pourra retrouver nos habitudes, est-ce que finalement les gens vont pas passer outre? Mais on l'a fait à plusieurs reprises. On arrive toujours au même type de chiffre à peu près. Alors c'est pour ça que vous avez beaucoup d'articles qui sortent dans les médias qui parlent est-ce qu'on va vers une nouvelle normalité. C'est complexe à évaluer, c'est complexe à prédire parce qu'en ce moment tout le monde est là-dessus. Est-ce qu'on peut prédire ou pas sur le court terme vont être sur le moyen et sur le long terme. Alors au début, on disait certainement que non, mais comme il n'y a pas de réouverture classique des magasins, comme il n'y a pas de pratique classique, parce qu'on est, même si les commerces chez nous essentiels et non essentiels sont restés ouverts, les pratiques de distanciation sociale découragent complètement les consommateurs à consommer de manière traditionnelle. Donc, ce qui fait que jusqu'à présent, les habitudes, une très grande majorité des habitudes continuent d'être. Donc, la question est-ce qu'on va rester encore dans un 6 mois, 9 mois pareil? Et est-ce qu'au fur et à mesure, est-ce que le jour où on va vraiment sortir de cette... En fait, c'est extrêmement difficile à prédire. Est-ce que lorsqu'on va vraiment sortir à 100% de ces conditions-là, est-ce que le consommateur va revenir complètement à la normale? Je pense que personne n'est capable de le prédire. Mais lorsqu'on regarde des études sur le changement comportemental, on voit quand même qu'au bout de 12 à 16 semaines,
on commence à prendre des habitudes comportementales. Parce qu'il y avait des comportements, comme nous, ce qu'on voit par exemple depuis 6 mois, un comportement qui était très difficile chez nous à prendre, c'est le compostage. Hein. Nous, le gouvernement a beaucoup de mal à mettre en place ce parti du compostage parce que, bon, je pense que personne n'apprécie énormément de composter. Là. C'est pas des comportements les plus faciles. Là. Mais du coup, les gens se sont retrouvés à la maison avec beaucoup de déchets, résiduels alimentaires. Et finalement, ben, ils ont commencé à le faire beaucoup plus que d'habitude, et du coup, ça continue. Donc, ça, c'est des comportements où on prend l'habitude, et finalement, les consommateurs, là, on a fait des études dernièrement, ils se disent, ben, finalement, c'est pas si catastrophique que ça de faire du compostage. Donc, c'est plein de petits comportements comme ça, qu'au fur et à mesure, ou comme la fermeture, finalement, ils se disent, ben, pourquoi aller magasiner le dimanche? Ai-je vraiment besoin d'aller magasiner le dimanche? C'est plein de petites choses comme ça où on se dit, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que si on est rendu à vivre comme ça pendant 2 ans, c'est évident qu'on voit dans les études qu'il risque d'avoir quand même un changement sur le long terme. Et, dans un ordre d'idées assez proche, quand les entreprises de commerce, de négoce sont en grande difficulté économique quand même, elles passent des périodes très complexes. Et donc, ça leur fait un nouveau challenge, c'est-à-dire que le fait d'adopter des comportements responsables, c'est des choses qui sont souvent associées à des coûts. Donc, est-ce qu'elles vont pouvoir à la fois se trouver dans une période de crise économique, de difficulté, et en même temps devoir enclencher des changements liés à ces transitions qui vont générer des coûts? Est-ce qu'au contraire, elles risquent pas de se dire, même celles qui étaient engagées dans ces actions, bah, je fais machine arrière sur tout ce qui peut coûter cher? Mais oui, c'est très difficile. Je sais que la situation est peut-être un peu moins dure en France, mais ici, vous avez vraiment, c'est énorme. Là. Le gouvernement fait un chantier sur l'avenir du commerce de détail. Moi, je suis sur le chantier. Là, on avance bien. Ça va finir bientôt. La ville de Montréal, je suis sur le chantier aussi. Ils ont fait un chantier qui s'appelle Covid Design pour réfléchir sur repenser l'aménagement du commerce de détail. Tout le monde est en train. Là, c'est une crise majeure. Et ces chantiers-là, ils sont tous axés sur, OK, bien entendu, il y a la question de tout ce qui est le commerce électronique, mais la deuxième chose, c'est, OK, les aspirations des consommateurs, on les avait pas vues monter. Elles étaient là, mais on s'y était pas si finalement préparé. Elles sont là. Qu'est-ce qu'on fait? Comment maintenant on se réadapte à ces aspirations-là? Ils étaient pas prêts finalement ni au commerce en ligne, ni à la modification des comportements des consommateurs. Donc là, oui, c'est extrêmement complexe parce que c'est une réflexion sur comment on peut revoir. Alors, souvent, ce sont les grands joueurs qui ont les capacités. Les plus petits détaillants, c'est extrêmement complexe pour eux de réfléchir. Ils n'ont pas les capacités de faire des modèles d'affaires tests, des magasins tests. Oui, la situation, elle peut être assez complexe. Et ceux qui étaient partis sur certaines tendances de consommation éco-responsable, ben, réfléchissent à est-ce qu'on garde ce positionnement-là, est-ce qu'on pousse d'autres types de positionnements. Oui, si je prends le cas du zéro déchet, c'est comme moins qu'en France parce que vous êtes resté ouvert. Chez nous, c'est toute la consommation du vrac qui avait pris une tendance majeure. Ça a complètement chuté tout simplement parce que les détaillants ont décidé de fermer les rayons vrac. Ils se sont pas posé de questions. Ils se sont dit c'est trop compliqué, on ferme. Donc là, on a un marché qui, du jour au lendemain, est tombé à zéro. Ils n'ont plus permis, par exemple, tout le monde était parti sur la tendance de réduction du plastique. Et là, ils ont dit, ah ben non, mais finalement, vous pouvez plus amener vos sacs réutilisables. Donc, il y a eu, puis là, maintenant, ils reviennent en arrière. Donc, tout le monde est en réflexion, là. C'est comment on peut concilier ces aspirations-là avec la crise sanitaire. C'est complexe, là, en ce moment. Dans le même ordre d'esprit, vous nous avez dit, bon, il y a une tendance de fond sur l'achat local et la sensibilité au prix devient plus faible. Mais en parallèle, on a aussi quand même une montée des géants du e-commerce. Donc, qui va gagner? Est-ce que c'est le local? Est-ce que c'est le e-commerce? Comment ce nouveau cadre va se recomposer? Ouais, mais ça c'est la difficulté principale. Et là, nous, comme dans la plupart des pays, il y a vraiment une tendance assez protectionniste. Donc nous, le gouvernement aussi, depuis le mois d'avril, a lancé une plateforme spécifique. Donc ils ont ce qui s'appelle le panier bleu, qui est en progression. Là, ils essayent d'améliorer ça, mais ils essayent finalement de concentrer l'achat local sur une même plateforme. Donc ils essayent finalement
de se dire on va avoir une stratégie globale pour le pays et de dire, ils appellent ça l'achat bleu, hein, pour, entre guillemets, avec le drapeau du Québec, là, mais c'est vraiment un peu comme vous avez en France avec Origine France Garantie, de se dire, OK, essayons d'amener l'ensemble des consommateurs vers nos propres produits, mais ils y vont un peu tard parce que c'est sûr que c'est extrêmement compliqué face aux plateformes. Donc, c'est le même type de difficulté qu'on va avoir. Et à la fois, à côté, un consommateur qui dit oui, je suis moins sensible au prix en ce moment sur l'achat local, je veux encourager mes entreprises, mais d'un autre côté, il va continuer, parce qu'on a juste à regarder les chiffres, hein, des plateformes qui explosent. Donc, c'est des consommateurs très ambivalents. C'est ça un peu la difficulté à analyser de comment on peut faire progresser. Mais quand même, nous, on regarde toutes les entreprises avec lesquelles on travaille ici. Elles ont quand même une croissance assez phénoménale depuis le début de la crise. Là. À part dans certains secteurs qui ont plus de difficultés. Et même celles qui ont des croissances tellement majeures, elles arrivent même pas à voir si l'achat local est, si on prend le secteur de la quincaillerie, jardinage, etc. Il y a tellement un phénomène de croissance que elles sont même pas en mesure d'évaluer si l'achat local est une cause, parce que il y a tellement un changement de pratique de consommation. C'est sur certains secteurs d'activité que c'est très difficile à évaluer. Il y a des transferts de dépenses entre les loisirs, la restauration, qui s'en vont vers d'autres postes budgétaires qui sont liés aux faits maison, qui sont liés à d'autres types de loisirs aujourd'hui. C'est le même système qu'on voit en France. Donc, la crise profite à certains autres secteurs d'activité. Mmh. Donc des vraies turbulences et pas assez de recul pour en faire une analyse, mais ça serait intéressant justement qu'on puisse à nouveau échanger avec vous. Oui, mais je pense que là, ce qui va être majeur, c'est cette deuxième période. Cette deuxième période de restriction, c'est de comprendre comment ça se passe. Là, nous, on est en train de réanalyser. Mais est-ce que cette deuxième période qui est quand même plus forte au niveau de la restriction, parce on est dans un deuxième confinement, est-ce que le deuxième confinement, on voit quand même qu'il n'y a pas 100% des mêmes types de comportements. On n'a pas revécu, comme vous avez vécu en France, ces achalandages majeurs dans les supermarchés. Donc, il y a quand même eu une adaptation des consommateurs au premier confinement. Donc, ça va être intéressant de voir dans les dernières données quels ont été les comportements, comment ça s'est habitué, etc. Et les postes budgétaires vers quoi ils sont allés. Parce que c'est un petit peu ça. Et puis aussi, les entreprises se sont adaptées avec d'autres types d'offres. Il y a eu des transferts de modèles d'affaires aussi complets. Il y a des entreprises qui, au fur et à mesure, changent des modèles d'affaires. Enfin, il y a un café à Montréal très intéressant qui, par exemple, avait perdu 90% de sa clientèle, a créé un marché local. Donc, est passé d'un café à un marché local qui vend des produits manufacturiers, alimentaires, tout simplement parce que, pour se sauver, a vu l'opportunité d'un autre modèle d'affaires. Et ça, moi, je trouve le modèle assez intéressant, c'est de se dire qu'est-ce que je fais? Je ferme ou je fais autre chose? Donc, il n'y a plus personne. Donc, comment j'attire de la clientèle dans mon modèle d'affaires? Donc, c'est ça qu'on est en train de voir. C'est des transformations de modèles d'affaires. Est-ce qu'ils vont être passagers? Mais c'est ce qu'on va voir. C'est ce qu'on va voir. Il y a des associations entre différents types de détaillants pour essayer de voir, est-ce qu'on teste différents types de services, des plus-values? C'est ce qu'on est en train de voir en ce moment sur le marché, tout en parallèle en voyant énormément de fermetures et de faillites. Ça, c'est quand même évident. Ouais, on a à peu près les mêmes tendances et on a vu dans les changements aussi des restaurateurs, par exemple, qui ouvraient un modèle à plusieurs, un modèle d'épicerie traiteur pour pouvoir vendre du plat à emporter et en affirmant bien que ça serait quelque chose de durable et pas uniquement, mais cette idée leur est probablement venue par la fermeture de la restauration et la possibilité de garder la vente de nourriture. Merci beaucoup. Peut-être pour faire une petite transition, alors je sais qu'il y a beaucoup de points qui seront analysés où on pourra les croiser avec les études qui vont être présentées, notamment les travaux qui seront présentés par Juliette, parce qu'il y a beaucoup de points où on a pu mesurer des similarités et même des points qui avaient été analysés avant en fait la période de confinement. Donc ça va être très intéressant de croiser ça. Ce que je vous propose, c'est juste de partager deux diapos, puisque sur le baromètre, sur la partie de l'observatoire, on avait fait une petite enquête consommateur juste en sortie de confinement.
Donc on a quelques chiffres là qui sont qu'on peut vous partager parce qu'ils reviennent tout à fait dans l'idée de ce qui a été présenté ici, et on a les mêmes. Hein. C'était quelques questions qui avaient été posées à des consommateurs au mois de mai et mois de juin, tout début juin. Et effectivement, on retrouvait les tendances que vous veniez d'exprimer, c'est-à-dire privilégier. Alors, il y avait des points qui étaient liés à la pandémie, les gestes barrières sur les commerces, mais on voit que finalement, les gens avaient envie de retourner à leurs habitudes, de privilégier le Made in France, de retourner dans les commerces de leur quartier. Et ils avaient une forte conscience de dire que la crise allait changer leur consommation et allait les faire vraiment réfléchir à leur consommation. Donc, ils s'inscrivaient dans quelque chose d'assez durable. Ça, c'est juste un petit extrait de cette étude. Et dans le même état d'esprit, je vous partage juste quelques chiffres sur une étude qui a été réalisée plus tardivement, en septembre 2020, pour l'un de nos clients et qui m'a autorisé à partager ces quelques chiffres. C'est puisqu'il y a eu 16 000 réponses et c'est sur l'enseigne Franck Provost et où on a des gens, une partie qui dit qu'il va reprendre ses habitudes de consommation, mais également une partie qui dit je vais favoriser le bio, le local, voire des questions qui interrogent sur leur durée dans le temps. Est-ce que les gens vont continuer à fréquenter les très grands centres commerciaux? Il y a des petites craintes et donc ça peut effectivement interroger des enseignes sur leur façon de se positionner, leur stratégie vraiment durable à terme au-delà de juste la pandémie. Donc je crois qu'on se pose à peu près les mêmes questions. Alors je pense que vous restez peut-être avec nous un petit moment et que s'il y a d'autres Oui, questions, quelques minutes après, ouais. N'hésitez pas. voilà, voilà. Bah, écoutez, merci beaucoup en tout cas pour Merci. cette présentation.